Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce dernier débrief de l'année 2023. Monaco se déplaçait à Toulouse. Monaco s'est imposé 2-1, un doublé de notre capitaine Wissam Ben Yedder. Et avec moi pour m'accompagner, il y aura Quentin. Salut Quentin. Hello. La team de la semaine de Coupe d'Europe. La team de la loose, de la loose des de la loose de la semaine. Ouais. C'est ça. Mais bon, là, pour une fois, on est tous les deux pour débriefer une victoire. On va y revenir, une victoire compliquée parce qu'il y a un joueur qui a aussi cherché à nous la rendre compliquée. Évidemment, on reviendra sur l'expulsion de Golovin. Mais on va commencer par le classique j'aime pas. Quentin, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as pas aimé dans cette rencontre? Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est l'entrée de Boadou qui nous a fait beaucoup de bien. Non, je déconne. Non, mais la réaction de l'équipe, franchement, on a quand même été mené pendant une période entière, clairement, par le jeu. Et on n'a pas concédé, on a su ne pas concéder et ne pas prendre de but pendant ce moment-là. Et à l'inverse, on a réussi à concrétiser des occasions alors qu'on avait le siège de la surface. C'est pas arrivé toujours cette saison. Donc voilà ce que j'ai aimé, vraiment le fait de marquer les temps forts et de faire le dos rond en temps faible. C'est un truc qu'on voit pas souvent et qu'on a réussi à faire malgré justement cette exclusion débile, clairement. Parce que Golovin, c'est bon, j'aime pas. Hein. Je pense que ça le sera aussi pour toi, même s'il y a d'autres choses qu'on peut ne pas aimer dans ce match. Mais clairement, il nous nique le match. Il nous fait un match qu'on pourrait se rendre facile. On nous le rend compliqué par cette exclusion un peu il laisse ses coéquipiers complètement oui. Ouais, non, mais c'est débile, j'ai déjà dit, mais voilà, il a pas de cerveau, clairement, je ne comprends pas. Et en plus, il continue à nier après derrière. Enfin, bon, au bout d'un moment, il faut assumer et il faut savoir sortir. Mais bon, voilà, réaction de l'équipe par rapport à ça, ouais, c'est ça qu'on va retenir. Et donc, effectivement, cette bonne victoire quand même qu'on est allé chercher à Toulouse. Ouais, alors moi, j'aime pas, en fait, qui se chevauche un peu, parce que j'ai aimé, comme tu l'as bien dit, évidemment, le fait qu'on ait réussi à tenir sans concéder trop de vraies situations. On a eu quelques frayeurs tout de même, mais les frappes ont été contrées, ou alors elles ont été non cadrées par les Toulousains, qui ont quand même été d'une maladresse technique assez affligeante tout au long de la rencontre. Mais du coup, ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que le fait que malgré tout, ce match, on l'avait en main, on le dominait, et c'est pas normal qu'avec l'exclusion d'un joueur, tu passes comme ça du tout au tout, quoi. On a vraiment eu l'impression que d'un coup, il nous manquait 4 mecs sur le terrain, et à l'exception de une ou deux situations, globalement, on a subi un siège pendant une grosse demi-heure. On a été incapable de ressortir proprement les ballons. Alors peut-être que les absences combinées de Zakaria et Singo n'ont pas aidé, en tout cas sur le côté relance propre. Mais je trouve quand même que on a trop rapidement fait le choix de redescendre très bas et de subir, et on s'en sort essentiellement grâce à la maladresse toulousaine, même si on a eu le mérite d'être solide. Très clairement, en face, c'était quand même très très faible, à l'exception peut-être de un ou deux joueurs. Voilà. Le 11 maintenant, Quentin, je viens de le dire, hein, on avait évidemment les deux absences de nos deux recrues phares, Singo, Zakaria, et Hutter avait fait le choix de maintenir évidemment son 3 défenseurs axiaux plus 2 pistons, mais le choix était plutôt offensif pour ce qui est du reste de la compo, puisqu'on avait un Fofana en point de basse, et ensuite on avait 4 joueurs à vocation offensive. Ouais, le quatuor magique avec les deux milieux offensifs, Golovin et Minamino, et enfin nos deux neufs alignés en pointe. Alors il y en avait un plus haut que l'autre, mais l'idée c'était ça, hein, vraiment d'avoir beaucoup de créativité dans l'axe aussi, parce qu'effectivement on avait quand même des milieux qui venaient redescendre un peu.
Et après, derrière, de la combinaison, du jeu en pivot, devant, enfin voilà. On voyait l'idée d'Hutter. On voyait aussi pourquoi il avait mis Magassa plutôt que Matsima, un certain Matsima, dans la défense à droite. Donc ouais, on pouvait s'attendre à ça effectivement. Et on savait qu'il fallait qu'il joue avec les suspendus qui étaient encore une fois préjudiciables, mais pas les mêmes que le week-end dernier. Moi perso, je préfère cette compo-là avec un Golovin titulaire justement, avec un Vanderson aussi sur l'aile droite, que plutôt se passer de ça, même si on a vu que Zakaria a quand même manqué un peu. Oui, bah de toute façon, oui, Zakaria, c'est quand même un de nos éléments les plus réguliers depuis le début de saison. Donc, c'était évidemment pas une bonne nouvelle, son absence, combinée encore une fois à celle de Singo. Maintenant, quitte à pas avoir les deux, jouer une équipe aussi faible que Toulouse, c'était peut-être le bon moment. Ça a failli l'être, en tout cas, ça aurait dû l'être, et on s'est fait peur, mais pas parce qu'il n'était pas là surtout, mais parce que évidemment on y reviendra rapidement parce qu'on s'est retrouvé à 10 sur une grosse bêtise. C'était le retour du duo d'attaque Ben Yedder Balogun ensemble, hein. Ça faisait un petit moment quand même qu'on les avait pas vus évoluer ensemble sur le front de l'attaque. On y reviendra. Est-ce que réellement ils se sont trouvés? J'en ai pas encore beaucoup la sensation, mais Ben Yedder a eu le mérite de marquer un doublé et Balogun d'obtenir un penalty, mais on sent quand même que il n'y a pas la même osmose qu'on pouvait voir entre Mbolo et Ben Yedder, entre Balogun et Wissam. Le match maintenant à proprement parler, Quentin, qui pouvait rappeler les débuts de match des matchs de début de saison. Première situation dangereuse sur nos buts et c'est l'ouverture du score. Monaco pris à froid. Tout de suite par des Toulousains, et surtout en plus Monaco avait déjà concédé un premier carton jaune par Salissou, donc un début de match assez cauchemardesque. Ouais, c'est compliqué, hein. De toute façon, quand tu rentres pas dans ton match, quand tu prends un jaune dès le début, quand ça combine à peu près bien dans le camp adverse, et puis que ça permet de ressortir un peu les ballons, qu'on garde pas de possession dès le début du match, on n'a pas de possession, on n'arrive pas à aligner des passes. Donc ouais, on subit effectivement, mais c'est très rapide et au final, on se fait punir par ce manque de concentration direct dès le début du match. On sent aussi une équipe de Toulouse qui a envie de rebondir, qui a envie d'engranger des points, parce qu'effectivement, eux, ils sont pas trop dans le bien, hein, depuis le début de la saison. Et une occasion qui est, somme toute, trouve bien gérée par les Toulousains, mais qui aurait pu être mieux défendue aussi. On a vu que Vanderson devait revenir aussi pour couvrir. Je sais pas, j'ai pas trop analysé la situation. Est-ce que Magassa devait couvrir ce joueur-là? Est-ce qu'il n'était pas à son poste? Ma sensation, c'est qu'on s'est juste fait prendre de vitesse et qu'on n'était pas dedans. Après, même Keun, je le vois pas très décisif non plus sur ce niveau-là, mais à ce niveau-là, mais bon, on a une tête qui est très bien placée, néanmoins. Moi, quand j'ai vu l'action, je la voyais pas forcément dedans, donc voilà. Un peu un coup de massue, effectivement, qui va avoir le mérite de réveiller et de faire entrer dans le match direct l'équipe, on va dire, parce qu'il n'y a pas eu d'occasion toulousaine derrière. Non, et puis en fait, c'est à peu près la seule fois où les Toulousains vont être capables d'enchaîner 3-4 passes propres, et bah ça va faire ficelle. Et ouais, c'est vrai que ça part un peu d'une perte de balle, en tout cas un Jacobs un petit peu dominé au milieu de terrain, Salissou encore une fois qui vient de prendre son jaune, donc qui peut pas évidemment tout de suite réenchaîner avec une nouvelle faute. Je crois qu'il y a Fofana qui se fait également un petit peu éliminer trop facilement. Derrière, le décalage est créé, et oui, c'est Vanderson qui se retrouve au duel et qui semble un petit peu perdu quand même sur le centre du Toulousain. La tête est belle, que n'a pas le temps de sortir. Bon, là, pour le coup, c'est un bel enchaînement toulousain et un enchaînement d'erreurs, en tout cas de décalage dans le placement de notre défense. Ça amène le but, mais moi, très honnêtement, à ce moment-là, je suis pas trop inquiet parce que, malgré tout, depuis le début, on avait vu que les Toulousains étaient assez fébriles. Ils rataient pas mal de choses, à l'image de toute façon de leur début de saison, hein, à part en Europa League où ils ont eu quelques résultats intéressants. Globalement, en championnat, c'est quand même très insuffisant pour eux. Et très vite, d'ailleurs, Monaco va quand même profiter des maladresses toulousaines pour se mettre en évidence. Et dès la 10e minute, je crois que c'est à la 10e,
Ah non, à la 10e, c'est Golovin, voilà. Et dès la 10e, Golovin va avoir une première belle frappe à l'entrée de la surface de réparation. Et la vraie grosse situation monégasque va arriver vers la 25e, Quentin, et c'est Balogun qui rate une vraie grosse situation qu'il ne doit pas rater. Ouais, c'est vrai qu'on est habitué maintenant à des actions ratées, ce que je disais par rapport à mon j'aime, hein, c'est que on a beau avoir des temps forts, on ne concrétise pas. Et effectivement, moi je suis pas inquiet non plus quand on prend ce but, mais on peut se dire aussi que on peut faire ça longtemps, hein, mettre le siège à la surface et ne jamais marquer, ne jamais concrétiser d'occasion. Et on a un Balogun pareil qui vendange. On a aussi des situations, enfin, on peut en compter plusieurs, hein, même si on fait des frappes de loin, ça va pas changer grand-chose. Hein, on l'a vu même contre Lyon, c'était un peu les mêmes idées, même si on cadre. On a un gardien en plus en face qui est assez bon, et puis derrière, nous, même quand on touche la balle dans la surface, y a rien qui en ressort. Donc malheureusement, il faudra attendre une erreur d'un Toulousain pour marquer le premier but. Oui, voilà, parce que à défaut de se faire des bonnes passes entre nous, il aura fallu l'intervention de Mawissa qui rate complètement sa relance. Ça profite à Ben Yedder qui, lui, voilà, une nouvelle fois quand même, à l'instinct du tueur, ne rate pas. Alors évidemment, ça lui est arrivé de rater des situations de but, mais globalement, il est quand même d'une efficacité redoutable. On rappelle quand même qu'il n'avait pas joué depuis un moment, en tout cas a fortiori encore moins en tant que titulaire. D'ailleurs, jusque-là, je trouve que jusqu'à sa passe qui aurait dû être décisive pour Balogun, il avait quand même pas loin d'avoir tout raté lors des 25 premières minutes. Il était vraiment en délicatesse dans le jeu, il était souvent à contre-courant. Tu sens que, évidemment, on est habitué maintenant, il a plus le même coup de rein qu'avant, il est moins capable d'éliminer, mais voilà, premier vrai ballon pour lui où il faut la mettre au fond, il tremble pas, et Monaco revient donc à ce moment-là à un partout. C'est très rapidement après le gros raté de Balogun. Derrière, Monaco va plutôt dominer cette fin de mi-temps jusqu'au deuxième but, Quentin. Un penalty logique, mais un peu chanceux parce qu'on a un peu la sensation que ce que fait Ben Yedder est pas forcément destiné à Balogun. Ouais, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Ben Yedder, il était pas en plus au début du match, donc on l'a mis, enfin Toulouse l'a mis un peu en jambe, mais il a commencé à refaire des bonnes actions après le but. Et même là, à l'image de cette occasion-là, où on sentait qu'il avait assez la maîtrise du ballon et qu'il pouvait mettre des coups de rein comme avant, comme à l'époque. Mais là, pour le coup, c'est un contrôle qui manque, je pense, dans la surface. Oui. Et heureusement, il y a Balogun qui traîne par là et qui en profite pour claquer un petit crochet. Bien senti quand même, faut le dire. Est-ce qu'il a joué le péno complètement volontairement? Je pense, parce que finalement, il avait pas l'air décidé à venir frapper la balle derrière. Mais effectivement, il la joue bien, et malgré ce contrôle raté, je pense, derrière, Balogun arrive à gratter un péno. Donc ça fait beaucoup de bien avant la mi-temps, effectivement, de pouvoir mener et de pouvoir se mettre en position de mener, en tout cas, parce que le péno n'est pas marqué. Et puis de rentrer avec un but de plus que Toulouse, qui finalement n'a rien fait de la mi-temps, à part dans les 5 premières minutes. Et Ben Yedder nous rappelle donc ce qu'est un bon tireur de penalty, puisque Rest part quand même vraiment du bon côté. Il est pas loin de la sortir, mais le penalty est tellement bien tiré, proche poteau, avec la force, que il est quasi inarrêtable. En tout cas, à part peut-être pour les top gardiens, mais c'est pas encore le cas de Rest, même si il a un énorme potentiel. Mais voilà, Monaco donc mène avant la mi-temps. Petit point stat pour Ben Yedder. Bon, c'est son 8e but de la saison avec nous. Il est toujours le meilleur buteur, évidemment, de l'AS Monaco. Il l'était déjà avant le match. Je crois qu'après, on a mis Minamino et Golovin avec 5 buts, tandis que Balogun reste à 4. C'est son 250e but en carrière, 247 en club, plus 3 avec l'équipe de France. Et c'est du coup, si je dis pas de bêtises, c'est 105 et 106e but avec Monaco. Donc il se rapproche de la 2e place de Lucien Kossou avec ses 112 buts, qui devrait quand même, en toute logique, aller chercher sur la 2e partie de saison.
Ouais, c'est vrai que c'est une faculté quand même qu'il a à marquer des buts 115, euh, j'ai dit 112, mais je crois à que c'est 115. 115. J'ai un doute, mais je crois que La c'est faculté 115. qu'il a à marquer des buts alors qu'il est pas tout le temps là, qu'il joue des fois enfin par intermittence. Là, il est titulaire un peu bon. Je sais pas si ça va être reconduit après, mais en tout cas, il est titulaire et il en profite quoi. Donc il claque un doublé. Une équipe d'ailleurs Toulouse dont il aime, bon, il célèbre pas, etc. Mais à chaque fois, il marque, il me semble, quand on est à Toulouse. Et enfin, voilà. Donc derrière, il se classe même au deuxième de classement des buteurs. 10 longueurs de Mbappé, quand même. Oui, qui en a marqué deux Faut le aussi dire. ce soir. hein. Qui en a marqué deux ce Voilà. soir aussi. Ouais. Donc, oui. Donc, mais c'est quand même, ça témoigne quand même de la faiblesse du reste du championnat, en tout cas du niveau des buteurs. Alors peut-être de la diversité aussi des buteurs. Mais bon, cette saison, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Pour Bah, un c'est joueur vrai qui qu'un n'est deuxième quasiment pas buteur titulaire. à mi-saison à 8 buts. Alors certes, il y a 2 journées de moins que les saisons précédentes, mais oui, on peut croire que, à l'exception de Ben Yedder, bah, il y aura pas forcément de mecs qui vont atteindre les 20 réalisations cette année. À voir, hein, il y en a peut-être un mec qui va se réveiller sur la deuxième phase. Peut-être que Ben Yedder d'ailleurs sera ce joueur à être capable d'aller chercher les 20 réalisations, mais oui, en tout cas, Mbappé, évidemment, est dans un fauteuil et a un boulevard pour décrocher, je sais pas, 5e, 6e titre de meilleur buteur consécutif. Mhm. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. La deuxième mi-temps, Quentin, alors tout va aller très vite. Alors déjà, on peut revenir sur un penalty non sifflé sur Vanderson. Je pense quand même que la charge à l'épaule du défenseur toulousain est plus qu'à la limite et aurait mérité un penalty. C'est revu bien entendu à la vidéo. Il juge que ce n'est pas une suffisamment grosse faute d'arbitrage pour revenir dessus. C'est discutable quand même parce que la charge est quand même assez claire et surtout le défenseur toulousain ne s'occupe pas forcément beaucoup du ballon, quoi. Ouais, c'est un peu litigieux, moi. Enfin, ça m'a pas choqué qu'il siffle pas. Après, même en voyant les images, bon bah, nous, on sait très bien qu'au ralenti, ça peut paraître un peu plus fort que ça ne l'est vraiment. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'on n'a pas réussi à marquer d'entrée. En fait, on était vraiment en jambes. On a vraiment le pied sur le ballon. On a des occasions comme celle-là. Et là, effectivement, on peut regretter que Vanderson n'arrive pas à reprendre ce ballon. Et on est très frustré aussi qu'il puisse, du coup, pas à cause d'une poussette dans le dos. Bon, effectivement, c'est assez dur. Je sais pas si le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il joue pas le péno du tout, et en plus, il exagère rien du tout, alors qu'on pourrait penser que certains vont exagérer pour avoir le péno. Là, j'ai pas l'impression qu'il le fait, donc c'est un peu dommage, effectivement. Peut-être qu'avec un peu d'exagération, on aurait eu un sifflet un peu plus facile, un coup de sifflet un peu plus facile. Mais bon, Ouais, voilà, mais derrière, Bah, à ce derrière, moment-là, t'es juste un petit peu forcément frustré parce que tu te dis que ouais. bah voilà, prendre 2 buts d'avance, peut-être le plus dur aurait été fait, ça aurait fait un triplé à Ben Non, Yedder ouais. qui malgré tout va quand même pas, je pense, avoir beaucoup d'autres occasions lors des 6 prochains mois d'en inscrire. Mais bon, tu te dis Et sans aussi le rouge, que on n'en parle pas, ouais. voilà, que tu domines le match, que tu vas continuer à te procurer des occasions et que ce C'est 3e ça. but va finir par arriver. Sauf que Quentin, 51e minute de jeu, faute sur Golovin, sifflé. D'ailleurs, le joueur toulousain dont le nom m'échappe, mais va prendre un carton jaune. Et Golovin qui se fait justice au sol Alors le geste n'est pas d'une grande violence, hein, évidemment, mais il reste évidemment condamnable et le carton rouge est mérité parce que même si c'est pas violent et que ça fait absolument pas mal aux Toulousains, il y a un geste de coup de pied avec la semelle sur mollet, tibia, je sais plus exactement dans quelle position est le Toulousain, mais voilà, il y a une faute complètement débile de Golovin qui nous avait habitués à des contestations, à des petites sautes d'humeur, mais j'ai pas souvenir qu'il nous ait déjà fait ça, vraiment ce genre de réaction par une certaine forme de violence. Le dernier que j'ai en tête, c'était Mendy maintenant en fait face à Lyon lors de la saison du titre, à peu près la même période d'ailleurs, qui avait
qui avait craqué sur Tolisso, non? Je sais plus sur qui il avait fait ça, mais bon, bref. C'est Gelson qui pousse l'arbitre, mais ouais. Il y avait Oui. de ça, parce qu'il y avait autant de violence dans ce geste. C'est juste en fait, c'est juste le geste, quoi. C'est pas le fait que ce soit violent ou que ça fasse mal, etc. C'est juste que c'est pas un geste à faire. Et effectivement, c'est juste inadmissible de voir un joueur en plus de sa trempe. Enfin, ça reste quand même le joueur le plus expérimenté de l'équipe. C'est pas le capitaine, mais il devrait en tout cas prendre un peu plus de responsabilité. Et là derrière, on le voit mettre ses partenaires dans la merde à cause de ça. Et ouais, c'est un geste complètement ahurissant. En plus, je veux pas dire il y a pas eu de scandale depuis le début du match. On s'est pas fait arbitrer un peu mal depuis le début du match. A priori, on n'a pas eu des jaunes non sifflés comme il y a pu avoir par exemple dans des matchs précédents. Donc je comprends pas pourquoi il est aussi frustré de se faire bousculer, sachant que l'arbitre siffle en plus. Enfin, il y a aucune raison de faire ça. Enfin, c'est ça qui est d'autant plus incompréhensible de sa part. Et ouais, c'est débile, donc on le connaît maintenant. Hein, voilà. Se prendre un rouge pour ça, voilà, c'est dommage, mais bon, on va pas s'attarder plus que ça sur son cas. Il nous met aussi dans la merde pour le prochain match, donc voilà, il va assumer ses conséquences maintenant, et voilà. Et donc à partir de là, on en parlait dans nos j'aime, et même moi d'une certaine manière dans mon j'aime pas. Monaco va quasiment ne faire que subir jusqu'à la fin de rencontre, même si encore une fois il va y avoir quelques incursions dans le camp toulousain avec une vraie double grosse situation avec Crépin qui, d'ailleurs on y reviendra, a plutôt fait une bonne rentrée parce qu'il a apporté un peu de peps, un peu de dynamisme qui nous manquait, puisque d'ailleurs ça sera le sujet de notre débat. Là, je viens d'y réfléchir parce qu'on ne l'avait pas fait avant. Hutter va quand même faire le choix de sortir Balogun et non pas Ben Yedder pour faire rentrer El Craquito et Dan Diop, qui pour l'instant n'a de crack pas grand chose, hein, parce qu'on va y revenir encore une fois, mais son entrée a été tout sauf. Il craque les chevilles des autres. Ouais. Enfin bon, c'est compliqué pour l'instant pour Diop, même si de temps en temps on voit des petites bribes assez prometteuses. C'est quand même, je trouve, beaucoup trop rare. Mais pour en revenir à ça, donc voilà, Balogun sort, Diop rentre, donc Ben Yedder se retrouve esselé en pointe. Et Monaco, donc on y reviendra encore une fois lors du débat, mais Monaco donc va subir et jusqu'à la fin de rencontre, Quentin, sans concéder cette égalisation qui aurait fait évidemment très mal, puisque après quand même une grosse contre-performance à domicile face à des Lyonnais qui certes vont mieux, hein, ils l'ont encore montré ce soir en gagnant 1-0. Alors je sais pas si le match était de haute qualité, mais en tout cas d'un point de vue comptable, ils sont en train de se sortir de la merde. Mais nous, c'était clairement une contre-performance à domicile de perdre face à ce Lyon. On était quand même pas loin de pas réussir à ramener les 3 points de Toulouse. Voilà, au moins on termine cette année 2023 sur une bonne note. On a sécurisé donc cette 3e place, on a 33 points. Malheureusement, Nice l'a emporté ce soir. Le PSG aussi, mais bon, c'est un autre débat. Et c'est Brest qui se retrouve donc dauphin, puisque Brest l'a emporté. Donc ils ont quand même 31 points, ils sont à 2 points de nous. Les Lillois, eux, ont perdu, et Marseille, qui est pas très loin non plus, a concédé le nul. Donc c'est plutôt, on va dire, un bon résultat pour ce qui est de la course pour la 3e place, si on considère que les Brestois vont quand même avoir du mal à tenir le choc. Mais par contre, on n'a pas regagné de points sur notre voisin niçois, qui continue d'engranger quand même, parce qu'une victoire 2-0 face à Lens, donc un vrai bon résultat pour eux ce soir. Ouais, écoute, t'as tout dit. Par rapport à ça, justement, moi, je suis assez content quand même qu'on puisse gagner ce genre de match. Comme tu l'as bien souligné, je trouve qu'on a un peu trop subi aussi. C'est vrai qu'on a parlé dès le début que c'était pas normal de reculer autant. Mais au final, c'est le résultat qui compte. Et derrière, on n'encaisse pas ce but. Et on reste solide défensivement. Et on finit quand même une année 2023... je pense assez bien au niveau défensif, même si au niveau offensif, on pourra en reparler au niveau des différentes émissions qu'on fera pendant la trêve, mais je pense que ça a été un peu compliqué encore aujourd'hui, même si on a marqué 2 buts.
Voilà, on peut imaginer quand même que un Toulouse qu'on prend au début de saison, on l'en remet un peu plus. Donc ça, au niveau de, enfin voilà, avec le style de jeu de Toulouse, avec les espaces qu'on pouvait avoir. Mais effectivement, bah derrière, on attaque Lens là au prochain match d'ailleurs. Ouais. Donc les adversaires du soir de Nice. Donc en Coupe de France, hein, un tout autre contexte, mais néanmoins un match important quand même, puisque bah, c'est l'entrée en liste en Coupe de France. Donc c'est qui tout double, hein, si soit on passe, soit on oublie cette compétition pendant encore un an. Ça aurait été court. On verra d'ici là, ouais, ça sera le 7 janvier. Là, il y a quand même une bonne petite trêve pour les joueurs. Maintenant, on va donc attaquer le débat, donc qui était en lien beaucoup avec cette seconde mi-temps. C'est pour ça qu'on est passé vite dessus. Mais donc ce choix d'Adi Hutter de plutôt privilégier Ben Yedder, de le maintenir en place et de sortir donc Folarin Balogun. Alors pour moi, c'est pas forcément un mauvais choix. Non pas que il faille d'une quelconque manière récompenser Ben Yedder qui avait marqué 2 buts, mais j'ai envie de me dire que ça pouvait vouloir dire que Monaco avait toujours dans un coin de la tête de continuer à avoir la possession, de jouer dans le camp toulousain, et donc d'avoir un Ben Yedder intéressant pour combiner avec Minamino, avec Diop, avec les pistons. Sauf que au final, ce qu'on a vu, Quentin, bah, c'est une équipe de Monaco qui s'est recroquevillée et qui a envoyé des grands ballons devant. Donc bah, à ce moment-là, Ben Yedder ne sert absolument plus à rien. Donc soit les consignes n'ont pas été suivies, en fait, je pense que ça peut que être ça, parce que sinon je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir fait sortir Balogun pour faire rentrer Ben Yedder. Si c'était pour donner comme consigne, maintenant on se recroqueville et on joue potentiellement à contre sur la vitesse de notre numéro 9, sachant que notre numéro 9 était donc Ben Yedder. Alors, je suis d'accord avec toi sur le principe, mais en pratique, je sais pas si Balogun aurait bien fait mieux que Ben Yedder dans ce rôle de pivot, même d'appel, parce que bon, on envoie des tartines devant, mais on n'a pas vraiment envoyé non plus de ballon en profondeur pour Ben Yedder. Est-ce qu'on en aurait fait pour Balogun? Peut-être, mais bon, est-ce que je sais pas trop. En fait, pour moi, c'est pas parce qu'on a sorti Balogun qu'on a concédé derrière et qu'on a arrêté de jouer, quoi. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut faire un choix là pour changer l'attaquant, etc. Je trouve que le choix est pas logique. Si tu décides de te dire, bon bah ok, on est un de moins, on n'est pas en confiance, on va se mettre devant notre surface, en tout cas dans la surface, on va attendre et on va espérer sur de la vitesse, sur du dynamisme, sur de l'athlétisme, les prendre en contre, et bah tu laisses Balogun, tu laisses pas Ben Yedder. Même si après je suis d'accord avec toi, on avait plutôt tendance à dégager en catastrophe plus qu'envoyer des ballons en profondeur propres pour notre attaquant. Ouais, puis enfin, en fait, on a plus subi dans le sens vraiment propre du terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas, je pense qu'on n'a pas décidé de se mettre à 11 derrière, enfin à 10 du coup, à 10 derrière pour prendre. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais bon, je pense qu'on l'a pas choisi, on l'a pas décidé, on a un peu subi ça pendant quelques minutes. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été le cas dans toute la mi-temps. Et je pense qu'on a, à un moment donné, il n'y a pas eu de ce déclic qu'un Edan Diop aurait pu nous mettre, parce que, bah, effectivement, on nous fait rentrer un joueur en milieu, mais qui ne sait pas forcément ressortir les ballons, qui va pas amener un peu cette densité au milieu de terrain, parce qu'il y avait beaucoup de densité de joueurs qui pouvaient aussi combiner et aussi écarter sur les côtés. Donc voilà, il fallait trouver cet équilibre. Je pense qu'on a bien géré ce temps faible au final, parce qu'on n'a pas concédé beaucoup de grosses occasions. On aurait pu concéder un but, même sur un truc, une frappe, un corner, on l'a vu à un moment donné. Donc voilà, mais effectivement derrière, on n'est pas censé faire ça contre une équipe qui est aussi faible. Tu as raison. Et en plus, on l'a vu, ça en témoigne les problèmes offensifs qu'ils avaient, les maladresses. Mais je suis assez d'accord avec toi par rapport à ça au niveau de la sortie de Balogun, Ben Yedder. Je sais pas si c'est récompense ou quoi. Enfin, je sais jamais, en fait, ça dépend des entraîneurs, etc. Est-ce que tu récompenses un joueur parce qu'il a mis un doublé pour le laisser rentrer, ou est-ce que tu pénalises un joueur qui a été mauvais?
Franchement, je pense pas, je suis pas à ce point-là. Moi, j'aurais été plutôt pragmatique, effectivement, et penser plutôt à comment j'ai envie de jouer maintenant que je suis à 10. Et effectivement, penser plus à un Balogun. Les commentateurs étaient de cet avis-là aussi. Mais bon, quand ton joueur, ton capitaine, ça fait un moment que tu le vois plus, que tu le fais rentrer vraiment en fin de match et que là, il s'épanouit, est-ce que t'as pas envie de le laisser encore jouer et dans sa dynamique et parce que aussi il est sur un bon élan et qu'il a envie de jouer et qu'il a envie de... Enfin, je sais pas, peut-être qu'il était encore motivé, on va dire, à jouer, etc. Je sais pas, bon, c'est une gestion humaine, on va dire, derrière. Et moi, ce qui m'a un peu embêté, c'est qu'après, il demande à sortir plusieurs fois, qu'il y a tout un micmac là avec ses regards entraîneurs et tout ça. Je me suis dit, mais s'il peut pas jouer 90 minutes, bon, c'était sûrement le cas. Du coup, pourquoi l'avoir laissé? Bon, est-ce que on se fait de la politesse? Effectivement, enfin, ça a pas trop de sens, quoi. T'avais la super option du crack Boidou sur le banc au cas où il pouvait pas finir. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'en plus il y a ce côté-là, mais malgré tout, voilà, moi je reste persuadé que il aurait mieux fallu laisser Balogun si c'était pour jouer comme ça. Et d'ailleurs, on le verra, mais c'est à partir du moment où Diatta va remplacer Minamino que Monaco va quand même de nouveau se procurer quelques situations, souvent par son intermédiaire, parce que voilà, justement, ça apporte un peu plus de peps, un peu plus de vitesse à notre attaque. Alors, et je trouve que la rentrée de Diatta ce soir a été bonne en ce sens, et je vais dire c'est suffisamment rare pour le souligner, je sais pas, parce que je pense que cette année on a plutôt un Diatta correct, donc voilà. Ouais, elle a beaucoup apporté son entrée, c'est vrai, hein, par rapport à ça, justement, au moins ces occasions. Ouais. Oui, voilà, après c'était pas beaucoup par rapport à ce qu'on a subi tout de même, mais voilà, pendant vraiment 25 minutes, ça a été extrêmement compliqué, et à partir de son entrée, ça a été quand même un petit peu mieux. Donc voilà, était-ce le bon choix? Vous pouvez toujours nous donner vos avis dans les commentaires. Les tops et les flops désormais, Quentin. Flop, je crois qu'il y en a un évidemment qui ressort du lot assez facilement, hein, c'est Golovin et son exclusion débile, qui fait suite en plus à 50 minutes, alors qui méritait pas à elle seule un flop, mais qui par contre ne le sauve absolument pas de ce titre. Ouais, exactement. Contre Lyon, ce terrible match contre Lyon. Et on a vu ses fulgurances, on a vu ses passes, on a vu ses frappes de l'extérieur de la surface. Voilà. Tout ce que peut faire de bien Golovin, on l'a vu. Et effectivement, après derrière, on est obligé de le mettre en flop pour ça, hein, ce rouge complètement débile qui porte préjudice à toute sa prestation et à toute l'équipe aussi, même si au final ça n'a pas de conséquences directes en matière de points. Mais effectivement, on peut que déplorer ça et le mettre dans les flops. Ouais, de toute façon, ça on n'a pas eu aujourd'hui, mais on peut partir du principe qu'il prendra minimum 2 matchs, puisque c'est un carton rouge direct. Ouais. Et on peut avoir peur qu'il en prenne peut-être 3+1. Ça sera peut-être 2+1, mais à voir. Sachant que, vu à la vitesse à laquelle il se mange des cartons, le sursis sautera très rapidement. Donc c'est quand même un petit peu ça aussi le problème. Autre flop, on n'en avait pas vraiment, mais moi malgré tout, et puis d'ailleurs tu étais plutôt d'accord avec moi, on s'est arrêté sur Takumi Minamino, qui n'a pas réalisé une grande performance, un peu à l'image de la rencontre de ce week-end face à Lyon. Voilà, ça n'a pas été mauvais, mais voilà, les semaines s'enchaînent, les matchs aussi, et le Minamino du mois d'août semble désormais bien loin. Ouais, c'est clair. Moi, ça me frustre beaucoup parce que je vois vraiment un joueur, à chaque fois je vais le redire comme à Lyon, mais remuant, qui vraiment, dès qu'il a la balle, peut percuter et aller gagner des mètres balle au pied. Et on l'a vu plusieurs fois faire ce genre de mouvement encore aujourd'hui. Faire même des petites talonnades, des combinaisons avec Ben Yedder, etc. Enfin, il aurait pu même nous gratifier d'une belle occasion, là, un beau centre dans la surface.
Donc ouais, enfin, pour moi, je le vois vraiment comme un joueur qui peut beaucoup apporter et qui peut être game changer, un peu à ramener cette occasion, ce dynamisme qui peut nous manquer parfois, quand on n'arrive pas à trouver des espaces par la passe. Mais après, il a tendance trop, évidemment, à gâcher, à louper des passes, à revenir en arrière au final, et à se rendre fantomatique, forcément. Même si défensivement, d'habitude, il peut se mettre en lumière, là, on l'a moins vu. On l'a pas trop vu, en tout cas, se mettre en lumière, forcément, à l'image de toute l'équipe en seconde mi-temps. Et c'est pour ça qu'on en parlait en off, je trouve que c'est facile de le mettre en flop à ce niveau-là, parce qu'il va pas beaucoup apporter au final, hein. Si on voit objectivement son match, on a du mal à voir les bonnes choses. Ouais, et puis en plus de ça, on en parlait avec Crépin, mais c'est vrai que même si c'est pas lié directement à sa sortie à lui, j'ai plus envie de bonifier la rentrée de Crépin, mais forcément ça joue aussi un petit peu contre lui, parce que c'est quand il a été changé que Monaco s'est de nouveau senti un petit peu mieux dans le jeu, même si encore une fois je pense que c'est plus lié à la bonne rentrée de Diatta plus que à la mauvaise performance de Minamino. Top maintenant, Quentin, un peu comme pour le flop, il y en a un évidemment qui ressort assez facilement du lot, c'est Ben Yedder qui, on l'a dit, a eu 20 premières minutes très compliquées. Un dernier, pour lui, on va dire 10 dernières minutes où il était vraiment sans jambes et complètement cuit. Mais au milieu de ça, ça a quand même plutôt été bon, avec évidemment 2 buts à la clé. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'au début du match, on sentait vraiment pas dedans. Il mettait des passes, comme tu dis, à contre-courant, etc. Enfin, je le sentais vraiment comme un flop en devenir. Il était pas dedans du tout. Et au final, sa première frappe cadrée va direct dans le but. Merci aux défenseurs toulousains. Et après, derrière, je trouve qu'il remonte un peu en puissance, il retouche mieux le ballon, il conserve un peu mieux, il va nous gratifier après de cette occasion pour ramener le penalty. Et évidemment, il faut le marquer, ce penalty, parce que voilà, c'est pas donné chez nous de marquer un penalty. On le sait très bien. Quand c'est pas Ben Yedder, ça a du mal. Et là, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de penalty. D'ailleurs, comme par hasard, quand on en a un, il est là. Donc voilà. Et au final, il se retrouve, heureusement. Et au final, il se retrouve à deux tirs cadrés de but. Donc, un bon ratio, hein. Et quand même une bonne animation en attaque. Il touche pas énormément de ballons sur la fin. Il est là à faire le sale boulot défensif et il devient quand même un peu très fatigué sur la fin. Mais bon, il nous gratifie quand même d'un bon match et ça fait plaisir de revoir Ben Yedder comme ça. Et donc, évidemment, top pour son doublé. Ouais, alors moi, mon top, évidemment, c'est alors, je vais pas dire running gag, mais en tout cas, c'est mon top depuis un moment. Non, mais c'est Fofana que, encore une fois, moi, je l'ai trouvé très bon. Alors là, dans un rôle qui a certainement beaucoup plus plu à Flo, puisque là, il était vraiment dans ce rôle de sentinelle, point de basse, et puis là, il y avait ni Zakaria, ni Camara pour l'accompagner, donc son rôle était clair, hein. Les deux autres, c'était Golovin et Minamino, donc il n'y avait pas trop de doute sur la place qu'il allait occuper. Mais voilà, je l'ai trouvé plutôt solide, leader dans les moments chauds, leader également au moment de l'expulsion de Golovin. Donc voilà, il a plutôt bien tenu ce soir. Le match, encore une fois, est pas extraordinaire, mais je trouve que c'est un des joueurs à mettre en valeur ce soir. Et on en avait un petit dernier, Quentin, qui a pas forcément fait un match de A à Z très propre, mais qui par contre nous a fait 10 dernières minutes au-dessus. C'est Vanderson. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, hein. Il y en a très peu qui ont fait une performance constante, on va dire, tout au long du match, à part Philippe Keun, on va dire. Voilà. Mais derrière, on a quand même un Jacobs qui, somme toute, pas trop mal, et après un Vanderson qui, surtout en fin de match, va se mettre en lumière par sa combativité
par le fait que défensivement et offensivement, il va se jeter sur tous les ballons. Il va même finir par terre, les mains sur les genoux, complètement crevé, complètement mort à la dernière minute. C'est lui qui récupère le ballon d'ailleurs avant la fin du match. Et on le voit vraiment se battre sur toutes les actions, sur toutes les occasions. Je le vois beaucoup aussi courir, beaucoup demander, beaucoup revenir en défense aussi. Enfin, là. C'est un joueur qui sait se battre, qui sait mettre l'effort quand il faut, et ça fait plaisir. Donc voilà, je voulais le mettre aussi, en tout cas en parler, parce que c'est vrai qu'il nous a pas mal, on lui doit pas mal de cette fin de match sans but. Alors maintenant rapidement le reste des joueurs, alors Keun, on va passer rapidement dessus hein, sur le but toulousain, il est difficilement quand même à pointer du doigt. Derrière, il n'a pas eu grand-chose de très compliqué à faire. Il y a eu quelques frappes à capter, mais qui étaient globalement sur lui. J'ai également en mémoire une tête sur corner, mais qui est pas très dangereuse. Il fait une très belle horizontale sur la fin de match, mais il y avait un hors-jeu, deux. La frappe n'était pas cadrée, mais bon, c'est une des rares fois où on l'a vu vraiment faire quelque chose d'un peu spectaculaire. La défense à 3, c'était donc la première fois qu'on avait celle-là. Maripane en leader quand même, j'ai envie de dire, des 3 ce soir, peut-être celui qui a été le plus en vue. Salissou, malheureusement, qui a donc pris ce carton jaune très rapidement, qui l'a peut-être un petit peu fait jouer le reste de la rencontre avec le frein à main. Sa prestation est loin d'être mauvaise, mais il n'y a rien d'extraordinaire. En tout cas, à l'heure actuelle, il ne laisse pas encore la même impression que l'ont fait Singo et Zakaria, qui tout de suite, on a vite compris que c'était des excellentes recrues et qu'ils allaient nous faire énormément de bien. Salissou, pour l'instant, c'est plus modéré. Après, c'est logique aussi, hein, on le rappelle, hein, il n'a pas joué pendant de nombreux mois, donc il fallait peut-être pas s'attendre à des débuts en fanfare, mais voilà, j'en attends évidemment mieux sur la deuxième partie de saison. Et maintenant, le dernier des 3, donc Quentin, Magassa, et ça fera plaisir à Pierre, hein, parce qu'il jouait sur son bon pied, parce qu'il est droitier, enfin, je crois, je ne sais plus, il faudrait que je redemande l'info. Mais attends, je vais regarder. Ouais, c'est ça, hein. Mais Magassa qui a été... Bon, il était là et il a fait son match parce que voilà, il nous manquait 2 titulaires, mais ça m'a pas donné envie de le revoir très vite en fait, Alors, sa prestation. Mais c'est toujours comme ça. Hein. De toute façon, moi, j'ai l'impression vraiment que c'est toujours comme ça avec lui. C'est que il est juste, il va pas faire de grosses bourdes, il va pas avoir de sautes de concentration comme pourrait le faire un Badiachil à sa grande époque. Oui. Mais bon, il va perdre des balles, il peut perdre des balles, il va faire voilà, il peut faire ce genre de passe, voilà. Mais derrière, il reste concentré. Je trouve qu'il reste concentré, il reste dans son match. Et ça reste un jeune défenseur, ça reste un jeune joueur qui peut faire des erreurs et qui peut se faire avoir sur les duels quand il a moins de responsabilité sur un côté comme ça, que ce soit à gauche ou à droite. On le voit aussi. Hein. Et derrière, il fait des fautes un peu... je sais pas si elle était utile ou pas, mais son carton jaune qui est donné d'ailleurs 45 minutes après. Oui. C'est peut-être potentiellement une bonne faute parce qu'effectivement, il y avait une grosse attaque derrière. Mais au final, il reste solide. Moi, je trouve que c'est pareil, on aurait pu le mettre en flop parce que il s'en sort pas très bien, il se prend ce jaune, etc. Mais il dépanne clairement et puis il va continuer à nous être utile, j'ai pas de doute là-dessus dans cette saison. Et il faut rappeler que c'est pas son poste à la base aussi. Après, ça reste quand même un de nos joueurs dans l'effectif. Donc, est-ce qu'on aura une nouvelle recrue cet hiver pour pallier à ce manque de défenseurs centraux? Nous verrons. Oui, surtout lié à la CAN hein, du mois de janvier qui va donc nous amputer. Bon, de Singo, c'est une certitude. Et de Salissou, le club a dit qu'il ne le retiendrait pas. Maintenant, à voir si le Ghana va oui ou non l'appeler pour cette compétition. On a fait le tour. Jacobs, rapidement, plutôt un bon match. Voilà. Dernièrement, je trouvais, d'ailleurs j'en avais parlé ce week-end, que on sentait quand même énormément l'absence de Caio Henrique depuis quelques rencontres. Alors, ça reste le cas. Hein. Caio est bien entendu un joueur bien supérieur à Jacobs, mais
ce soir, je trouve que ça a quand même été plutôt du bon Jacobs. Et quant à Balogun, Balogun, j'aurais bien aimé le voir 80 minutes à 11 contre 11, quoi. Enfin, 80 ou 90, je sais pas s'il aurait fait toute la rencontre s'il n'y avait pas eu ce rouge. Mais ça n'avait pas été extraordinaire, mais il avait eu quand même le mérite d'obtenir quelques fautes, de faire des bonnes remises en pivot, d'obtenir ce penalty. Alors encore une fois, hein, c'est loin des attentes, c'est loin des 40 millions investis cet été. On est encore loin de voir le Balogun qu'on avait vu l'année dernière dans notre championnat. Mais voilà, ce soir, malheureusement pour lui, il joue que 50 minutes et il n'y est pas pour grand-chose, quoi. C'est Golovin qui lui sabre son match, surtout que, vu comment le match quand même semblait se diriger, ça aurait peut-être été le moment pour lui de se libérer en marquant un but, et un but avec un peu plus d'importance que celui marqué au Parc, hein, qui certes, statistiquement est un but, mais qui dans les faits était un peu un but sur une équipe de Paris qui était un peu endormie, et il y avait combien à ce moment-là? Il devait y avoir 4-1 à ce moment-là, donc bon, voilà. Un peu particulier. Les entrants, on l'a dit, Diatta, bonne rentrée. Edan Diop, Quentin. Ouais, c'est vrai qu'on va pas parler. Vas-y. Effectivement, un match, du coup, une rentrée sans toucher une balle, il fait déjà faute et il prend déjà son jaune. Donc ça donne le ton un peu du match pour lui. Non, après, c'est vrai que c'est un joueur qu'on commence à connaître maintenant. On l'avait vu pas mal en latéral droit, on l'avait pas mal dépanné sur ce genre de poste. Maintenant, au milieu de terrain, on voit aussi que c'est un joueur qui peut se porter vers l'avant, qui est pas maladroit avec le ballon. Mais bon, on va pas se cacher que c'était un contexte assez différent d'un match à 11 contre 11 où tu peux commencer à te mettre en valeur. Et puis forcément, défensivement, il était présent quand même. Il a mis des beaux parpaings. Voilà. Ah oui, là, mais bon, c'est vrai qu'on rigole un peu de ce petit Diop, quoi. Mais on se dit qu'il nous convainc pas beaucoup. Et en même temps, il est pas vraiment verni au niveau des occasions de se mettre en valeur. C'est toujours des matchs un peu compliqués ou des entrées en jeu un peu compliquées dans des contextes pas forcément idéal. Ouais. Donc bon. Non, là le contexte était compliqué, mais à son crédit, j'ai envie de donner quand même cette belle chevauchée où Ben Yedder pour le coup rate un peu sa prise de balle, alors qu'il aurait peut-être pu se mettre en position de tir. Ouais. Et voilà, il y a également un beau contrôle qui permettra au bloc d'en remonter un peu, puisqu'il va y avoir une faute d'un Toulousain sur lui vers le milieu de terrain. Mais bon, globalement, c'est encore trop peu, mais oui, il est vrai, contexte délicat. Et enfin, le dernier entrant, Boadou, qui rentre à la 89e pour un Ben Yedder qui n'en pouvait plus depuis déjà de longues minutes. Il va avoir le mérite d'obtenir un bon coup franc, sauf que n'ayant pas de tireur de coup franc, on a fait tirer Crépin Diatta. Et bon, ça a fait mûr. Bon, sur un miracle. Après, ces coups francs-là sont pas si simples, en fait, parce que t'es tellement près que t'as quand même peu de place pour la faire passer au-dessus du mur et qu'elle ait suffisamment le temps de redescendre. Bon. Et puis dans l'axe comme ça, c'est pas évident. Est-ce que ça aurait été forcément mieux avec un Golovin encore sur le terrain, ou potentiellement un Ben Yedder, parce que sinon j'ai pas trop la sensation qu'on ait d'autres tireurs. Mais voilà, donc Monaco s'impose, Monaco reste 3e, Monaco sera 3e pour cette petite trêve hivernale. Et maintenant, on va conclure avec les pronostics. Et évidemment, Quentin, un magnifique 0 sur 3 pour les pronos du week-end. Alors, on rappelle qu'on avait pris un peu de risque. Donc, Flo avait pronostiqué un match nul. Et ben non, Monaco a gagné. Toi, tu avais pronostiqué, et ça nous avait bien fait rire, la titularisation de Ouattara, parce qu'il faut lui donner du temps de jeu avant la CAN. On avait plutôt répondu qu'il allait certainement pas jouer. Bon, il a pas joué. Et moi, j'avais tenté le but de Salissou de la tête, a priori. Enfin, en tout cas, le but de Salissou, donc ça voulait certainement dire sur coup de pied arrêté. Bon, j'ai même pas eu de petits moments de frisson, parce qu'il n'a pas été une seule fois réellement en situation de conclure. Donc maintenant, on va faire les pronos pour le prochain match. Et le prochain match ne sera pas un match de championnat, mais sera donc ce 32e de finale de Coupe de France à Lens le 7 janvier à 14h30, c'est ça, c'est ce que tu me disais avant la rencontre. Ouais, malheureusement.
Grosse affiche et on n'est pas en prime, mais on est même carrément à 14h30. Bon, bref. Donc, quel sera ton pronostic donc, pour ce déplacement périlleux dans tes terres nordiques, Quentin? Bah ouais, peut-être que j'y irai d'ailleurs, on verra bien. Mais effectivement, alors bon, moi, les pronos, enfin voilà, on est d'accord que c'est un peu éclaté depuis le début, hein, à l'image de toute l'équipe. Bon, j'ai toujours envie, je me dis, autant continuer dans des pronos un peu, pas farfelus, mais qui ont peu de chances de passer, au moins pour se vanter que ça marche la prochaine fois. Je pense qu'on va se prendre un contre son camp, contre Lens. Voilà, c'est mon pronostic. Ok. Et ben moi, je Tout pense que simplement. la décision finale va se faire à la séance de tir au but. Et je ne donnerai pas le vainqueur parce que Oui, on sait très bien. voilà. Mais bon, maintenant on a un gardien qui visiblement arrête des pénaux. En tout cas, il en a arrêté un. Ça ne nous était quand même pas arrivé depuis longtemps. Donc, bah tu sais, l'année dernière, à un péno arrêté de plus, on passait un tour de plus en Europe, on passait un tour de plus en championnat, en Coupe de France, pas en championnat. Donc ça se joue à des détails. Hein. Globalement, les pénaltys, pour nous, supporters de Monaco et indirectement également supporters de l'équipe de France, c'est que des mauvais souvenirs quand même depuis plusieurs saisons. Clairement. Donc voilà, on verra si ça sera encore le cas pour cette année 2024. Voilà Quentin, merci de m'avoir accompagné. Pendant cette trêve, on va vous proposer à minima un Club Mounégou sur donc conseil de classe et les 6 mois qui viennent de passer. Et puis on fera également certainement un Club Mounégou avec un petit focus sur Folarin Balogun et sur son arrivée au club qui pour l'instant quand même globalement est assez décevante et on verra également si on vous propose 2-3 autres choses. Voilà, merci Quentin de m'avoir accompagné. On se retrouve donc pendant cette trêve. D'ici là, portez-vous bien et Dage Mounégou. Et bisous.